Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'heure du crime. Ce soir, je vais vous raconter une histoire, celle d'un homme seul qui, sans armes et sans complice, a réussi lui aussi le casse du siècle. Cet homme, c'est Tony Musulin. Le 5 novembre 2009, ce convoyeur de fonds disparaissait avec son fourgon blindé contenant 11,6 millions d'euros. Le braquage parfait, sans bruit, sans menace et évidemment sans laisser d'adresse. La France, mais aussi la planète entière, découvre alors ce scénario presque enfantin qui a permis à son auteur d'emporter une authentique fortune. Le coup est retentissant et tout le monde évidemment veut savoir qui est ce voleur astucieux, ce Tony Musulin que l'on compare immédiatement à un moderne Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. L'histoire va dire que Tony Musulin n'est pas forcément un gentleman mais un voleur hors pair, oui. Il sera rattrapé, jugé, condamné, interrogé, photographié, mais forcé de constater qu'aujourd'hui encore, 10 ans après les faits, le convoyeur braqueur reste un mystère. Et cette histoire, un puzzle dont beaucoup de pièces manquent. 2,5 millions d'euros n'ont jamais été retrouvés. À qui a profité ce crime que cachent les silences de Tony Musulin? L'histoire se casse du siècle est-elle vraiment close? On essaiera de répondre à ces questions avec notre invité, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France, Damien Delceni, avec nous dans le studio de l'heure du crime. Bonsoir Damien. Bonsoir Jean-Alphonse. On vous retrouve Damien en fin d'émission. Le mystère Tony Musulin. À tout de suite dans l'heure du crime. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Ce jeudi 5 novembre 2009 au matin, Tony Musulin se réveille dans un appartement vide. Il n'a pas vraiment dormi de la nuit, le sommeil a été agité. Les jours précédents, il a méthodiquement nettoyé le 2 pièces qu'il loue au 2e étage du numéro 4 de la rue Louis Braille à Villeurbanne. Il a vidé les armoires, le réfrigérateur, n'a laissé qu'un verre et une tasse dans la cuisine. Les draps de son lit ont été enlevés, comme si Tony Musulin allait rendre les clés de l'appartement et déménager. Dans cet immeuble ancien et tranquille, personne n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal dans le comportement de ce locataire, un célibataire de 39 ans qui n'est pas du genre bavard. Tous les soirs, et toujours seul, il rentre chez lui vers 19h, 21h au plus tard. Les voisins ne lui connaissent pas de visiteurs, ils le décrivent comme un sportif acharné, un gaillard aux yeux bleus de 1,80 m pour 100 kg qui se déplace à vélo. Il laisse sa bicyclette dans la cour et va faire son jogging le dimanche. Il fréquente 2 ou 3 fois par semaine une salle de sport à Villeurbanne. Cela fait 10 ans que Tony Musulin est employé de la Loomis, une société de transport de fonds dont l'agence lyonnaise se situe rue du Vivier, dans le 8e arrondissement. Le convoyeur de fonds, qui a été embauché en présentant un casier judiciaire parfaitement vierge, n'a jamais fait parler de lui. Musulin, ici aussi, au sein de l'entreprise, apparaît comme un solitaire. Il ne parle jamais de lui et ses collègues, même les plus proches, ne connaissent que des bribes de sa vie. Célibataire depuis un peu plus d'1 an après avoir, semble-t-il, connu une longue liaison, détestant qu'on le prenne en photo, évitant de rester aux pots qui sont parfois organisés au bureau après une journée de travail, il a toujours un bon prétexte pour éviter de s'attarder. Musulin, un convoyeur réservé, pas forcément très amical, mais fiable, et en qui on peut faire confiance, même si depuis quelques mois son caractère a changé. Tony Musulin, témoigneront plus tard certains de ses collègues, s'est fait plus taciturne, plus renfermé. L'employé, payé 1 700 € net par mois, estime son salaire injuste et insuffisant. Il semble en vouloir au patron, à la banque, au système, dans lequel il ne serait qu'un pion parmi d'autres. Son ancienne compagne, Hélène, avec qui il est effectivement resté 11 ans, témoignera, elle aussi, de cette modification dans son comportement et son caractère. Il l'avait brutalement changé, il était même devenu agressif de temps en temps. Du ressentiment, peut-être, mais de là à se lancer dans le détournement d'un fourgon blindé bourré de sacs de billets, de là à commettre le casse du siècle, il y a un sacré chemin à parcourir, chemin
qu'a pourtant décidé d'emprunter Tony Musulin ce 5 novembre 2009. Ce jour-là, le convoyeur prend son service parfaitement à l'heure. Une journée comme les autres, presque. La routine. Avec 2 collègues, Tony Musulin va effectuer une tournée qu'il connaît par cœur. Se rendre à la succursale lyonnaise de la Banque de France sur le cours Bayard et y charger des liquidités. Des liasses, de petites coupures, 5, 10, 20, 50, 100 euros, destinées à alimenter les agences bancaires de Lyon. L'argent est en fait conditionné sous forme de briquettes de 1 kg enveloppées d'un film de cellophane. Musulin est un habitué de cette mission Banque de France qu'il a longtemps effectuée avec 2 collègues expérimentés. Avant de réussir à les écarter, il y a quelques mois, sous de vagues prétextes d'organisation et d'emploi du temps, ce sont donc 2 employés, plus jeunes, moins chevronnés, avec qui il roule désormais. Il est environ 10 heures du matin. Quand le convoyeur Tony Musulin, après avoir quitté la succursale de la Banque de France au volant du fourgon blindé de la Loomis, fait une halte rue du Vivier. Il s'agit de récupérer 2 autres sacs de billets dans un immeuble anonyme, une filiale justement de la Loomis. Les 2 collègues sont autorisés à sortir. Tony Musulin doit les attendre et reste au volant, ainsi que l'exige la procédure de sécurité. Précaution d'autant plus absolue que ce jour-là, il transporte une énorme somme d'argent, beaucoup plus que d'habitude, 11,6 millions d'euros. Des paquets placés dans la cellule coffre du camion, dont seuls quelques membres du personnel ont la clé. Et ça tombe bien, cette clé, Tony Musulin l'a, au fond de sa poche, subtilisée au dépôt avant de partir en tournée. Dans quelques minutes, il va pouvoir s'en servir, mettre en œuvre ce fameux plan qu'il élabore depuis des mois, passer à l'action. Le mystère Tony Musulin, c'est tout de suite dans l'heure du crime. 20h, 21h. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Nous revoilà ensemble dans l'heure du crime. Ce soir, le convoyeur Tony Musulin qui, ce 5 novembre 2009 à Lyon, va dans quelques minutes signer l'un des cases du siècle. Tony Musulin est désormais seul au volant du fourgon blindé Mercedes de la Loomis, avec dans son dos 11,6 millions d'euros en petites coupures usagées. Ses 2 collègues qui l'accompagnaient ont quitté le camion pour aller récupérer 2 sacs de billets. Mais le convoyeur ne les a pas attendus. L'un d'eux, Philippe, témoignera plus tard de sa stupéfaction. Ce jour-là, je l'ai senti un peu distant, un peu à l'ouest, comme on dit, voilà, c'est tout. Voilà. Non, on pouvait rien pressentir de ce qu'il pouvait faire. Surtout ce truc de folie, quoi. Il était plus soucieux, fatigué, il était ailleurs, quoi, voilà. Il était pas bien, il parlait peu, et puis bon, il avait quelque chose dans la tête, quoi, apparemment. Hein. Mais il savait très bien ce qu'il faisait ce jour-là, voilà. C'est lui qui faisait les papiers, qu'on était avec lui, donc on le laissait faire, on avait une confiance aveugle. C'était un gars qui était carré, qui était connu à la Banque de France. Il y avait plusieurs sommes qui faisaient une totalité de 11,6 millions, mais ça aurait dû être coupé en 2. Comme d'habitude, on aurait dû revenir une deuxième fois. On doit avoir que 6 millions dans notre camion. Voilà. On est assuré pour ça. Voilà. Comme je vous dis, il y a une faille dans le système. La faille, c'est qu'on avait confiance et que c'était un mec qui était habitué et tout, et il a tout pris, quoi. Le convoyeur a donc redémarré et roulé dans les rues de Lyon. L'employé de la Loomis, 10 ans d'ancienneté, a pris toutes les précautions. Il connaît par cœur les procédures. Il a donc débranché les 2 systèmes de localisation en temps réel du fourgon, ces mouchards qui permettent au siège de la société de convoyage de savoir si tel ou tel fourgon suit l'itinéraire prévu. Désormais, son véhicule ne répond plus. Tony Musulin ne roule que quelques minutes. Un court trajet qu'il a sans doute déjà fait et refait 100 fois dans sa tête. Le voilà au bout de la rue de Montagny, un endroit discret et peu passant près d'une voie ferrée. Aucun témoin n'assiste donc à la scène qui suit. Tony Musulin, dans son uniforme gris de convoyeur, descend du fourgon et ouvre la porte latérale. Avec sa clé spéciale, il déverrouille le compartiment coffre dans lequel sont entreposés 51 ballots de billets empaquetés dans du plastique transparent. Musulin a tout prévu.
La veille, il est venu garer ici un Renault Kangoo blanc, le deuxième véhicule de ce type qu'il loue sous son propre nom en 3 jours. Le premier, qui devait servir aux casses, a accidentellement brûlé 2 jours avant l'opération, juste en bas de chez lui. Musulin a même déposé plainte au commissariat. Quand l'agence de location a voulu déposer des documents dans sa boîte aux lettres, elle n'a pas trouvé son nom, fraîchement effacé. Le convoyeur décharge tranquillement le contenu du fourgon blindé, toutes portes ouvertes, moteur tournant, dans le Renault Kangoo, sans jamais être inquiété ni repéré. L'opération dure moins de 10 minutes. Les 51 ballots de billets sont parfaitement rangés. Tony Musulin repart donc tranquillement. Il ne quitte pas le 8e arrondissement de Lyon, il file jusqu'au numéro 175 de la route de Vienne. Le Centurion est une vaste résidence qui dispose de parking à location. Et c'est ici, dans les sous-sols de l'immeuble, que Tony Musulin a loué un box au mois d'avril, sous un faux nom. Sans doute imaginait-il déjà, à cette date, le gros coup qu'il allait faire et la nécessité dans son plan de disposer d'une zone de repli, d'une planque. Le box numéro 105 est donc l'endroit où la voiture relais et son trésor vont être mis à l'abri. Musulin est ici un locataire anonyme, même si lors de l'enquête, la propriétaire d'un box voisin racontera l'avoir vu, à la Toussaint, tirer le rideau de fer pour pouvoir bricoler à l'abri des regards, sans se douter que cet homme, Tony Musulin, s'évertuait à construire une fausse cloison pour y cacher un magot, y aménager une cavité pour y installer une cage de Faraday, précisera même son avocat Hervé Bambanast. Une cage de Faraday, un dispositif hermétique fait de plusieurs panneaux permettant notamment d'éviter tout contrôle électrique. Et dire qu'il a été présenté à tort comme un être peu intelligent, c'est tout le contraire. On s'est bien trompé sur son compte, commentera l'avocat. Tout le monde, effectivement, s'est trompé sur le compte de Tony Musulin. Ses voisins, ses collègues de la Loomis et même sa famille, on le verra. Pour l'instant, la police judiciaire de Lyon est face au casse parfait. Sans menaces, sans cris, sans effusion de sang, un stupéfiant cas d'école. Les enquêteurs évoquent un coup d'opportunité. La chance saisie par un homme qui, à force de transporter des millions d'euros, tente le tout pour le tout. Mais cette hypothèse ne résiste pas aux premières investigations. La seule visite des policiers au domicile du suspect, totalement vide et nettoyé, permet de dire que l'opération a été longuement mûrie, sans doute depuis des mois et peut-être des années. Le nom de Tony Musulin n'émerge pas dans les fichiers de la police. Il apparaît tout juste dans la plainte déposée après l'incendie du premier Renault Kangoo. 2 heures se sont écoulées entre le braquage du fourgon blindé et les premières constatations des enquêteurs. En 2 heures, si Tony Musulin a bien préparé son coup et s'il dispose de faux papiers, il peut être déjà très loin, en Suisse ou en Italie, qui sont voisines, et même au bout du monde s'il a pris un avion. Les policiers sont d'autant plus dubitatifs qu'ils ont affaire à un fantôme, un homme dont on ne sait rien et qui pourrait même avoir plusieurs vies. Le mystère Musulin, à tout de suite dans l'heure du crime. 20h, 21h. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. On se retrouve dans l'heure du crime. Ce soir, je vous raconte l'histoire du convoyeur Tony Musulin. Il a donc réussi son coup ce 5 novembre 2009 à Lyon. Un fourgon détourné, dévalisé. L'homme est désormais en possession de millions d'euros. Mais pour combien de temps ? Toutes les polices recherchent le convoyeur Tony Musulin. Quelques heures seulement après la disparition de cet homme et de sa précieuse cargaison, 11,6 millions d'euros, son signalement est diffusé. Interpol est saisi, sa photo d'identité transmise à 188 pays, affichée dans les commissariats et transmise aux journaux et chaînes de télé. Le visage énigmatique d'un jeune homme sportif, bouche pincée, cheveux courts. Un visage que reconnaît aussitôt le propriétaire du box qui l'a loué à cet individu. Même si le nom ne correspond pas, c'est bien lui. La PJ va discrètement visiter le box et tomber sur le Renault Kangoo et son chargement de billets de banque. On va compter et recompter
Il y a là 9,1 millions d'euros. Il manque donc 2,5 millions que Musulin a sans doute emporté avec lui ou placé à un autre endroit. Les enquêteurs gardent l'information secrète. Ils organisent une souricière dans l'espoir que Musulin vienne chercher le magot. Mais il ne viendra pas et l'information finira par sortir. Tony Musulin ne pouvait sans doute pas imaginer que sa planque soit découverte aussi rapidement. Il était organisé, il avait prémédité sa fuite, mais il n'a, semble-t-il, pas pris toutes les précautions. Peut-être a-t-il été dépassé par l'importance de la somme, dit Claude Cateau, le directeur de la PJ lyonnaise. Quoi qu'il en soit, personne, pour le moment, ne l'a aperçu et aucun signalement digne de ce nom ne remonte. On sait toutefois que Musulin a loué une puissante moto, une BMW 800, avec des sacoches latérales et un top case d'une contenance de 46 litres. De quoi faire de la route et transporter quelques briquettes de papier-monnaie. Mais la moto reste introuvable. Les enquêteurs s'efforcent alors de recenser les points de chute possibles du fuyard. Ils retrouvent Vinko Musulin, le père de Tony, dans un petit village de Haute-Savoie. L'homme, 66 ans, électricien d'origine croate, vit modestement dans un chalet de location. Il a divorcé de son épouse, une Serbe, il y a une dizaine d'années, et n'a depuis bien longtemps aucune nouvelle de son fils. Il ignorait même que Tony était convoyeur de fonds. Il pensait qu'il tenait un bar dans la région. Très gentil garçon, on pouvait demander tout le monde qui le connaisse. Pas de vol, pas de rien, il a volé personne, jamais personne. Même pas moi, il m'a pris 1 centime de mon porte-monnaie sans me demander, papa, tu peux me donner ou 2 francs, ou 3 francs, ou 5 francs. J'estime qu'il est très honnête, très gentil garçon. Et lui, c'est un économe, il aime garder ses sous. Lui, pour sortir 1 centime, il faut vraiment être fort. Tout le monde, il fait une petite connerie dans sa vie, alors bon. Lui, il n'a pas fait mal à personne. Hein. Il n'a pas attaqué un banquier à la banque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est amusé, quoi. C'est bien lui qui est parti avec le fourgon, quand même. Non, mais bon, il faut avoir quand même courage pour faire ça. Bon. Ah, il est intelligent, ça. C'est normal, il est intelligent. Hein. Moi, je ne suis pas dans son cerveau. Le frère et la sœur de Tony Musulin, qui vivent à des milliers de kilomètres, confirment qu'ils n'ont plus aucun rapport avec lui depuis des lustres. Une famille dans le désordre et pleine de surprises. Ainsi, Tony Musulin, qu'on croyait sans enfant, a même une fille âgée de 18 ans qu'il n'aurait jamais reconnue. Les jours passent et le profil du convoyeur de la Loomis prend alors une toute autre allure. Son portrait est déconcertant. Le convoyeur a un temps disposé d'une dizaine de comptes bancaires. En 2007, il apparaît dans une société civile immobilière qui gère un bar à Villeurbanne. L'établissement est alors tenu par sa compagne avec qui il est désormais séparé et n'a plus aucun lien. La jeune femme tombera des nues en apprenant l'histoire du fourgon. L'enquête montre encore la passion ancienne du convoyeur pour les voitures de sport. Il s'est parfois vanté auprès du gérant de la salle de sport qu'il fréquente d'être propriétaire dans le Nord d'une société de vente de véhicules de prestige. Mais aucune trace de cette entreprise n'a été découverte. En revanche, le simple convoyeur Musulin a acheté aux enchères au mois d'avril une Ferrari pour 120 000 €. Véhicule déclaré volé lors d'un carjacking et disparu. En fait, une escroquerie à l'assurance signée Tony Musulin. Toutes les pistes pour retrouver le convoyeur se perdent dans les sables. Pas de complice en vue, pas de passage aux frontières, pas d'amis connus. Tony Musulin est bien l'auteur du casse du siècle. Mais c'est un hologramme, un fantôme. La police judiciaire va même s'intéresser rapidement à la piste serbe, le pays natal de la mère de Tony Musulin, pays dont il parle la langue, ou à celle du Monténégro, où a peut-être été amenée et revendue la fameuse Ferrari, en vain. Tony Musulin est certes un braqueur intelligent, mais c'est un fuyard fragile. Après 11 jours de cavale, il réapparaît au matin du 16 novembre. Il est à Monaco. L'homme a garé sa grosse moto non loin du port Hercule, puis s'est rendu à pied dans la petite église Sainte-Dévote pour prier. Les caméras de surveillance le voient ressortir 1 heure plus tard.
Il se rend à la police de la principauté. La sûreté monégasque, c'est un homme barbu, visiblement éreinté, vêtu d'un pull noir et qui porte un petit sac de toilette qui décline son identité. Je suis Tony Musulin, je viens me livrer à la police. Pas un mot de plus, aucune déclaration. À 16h, le convoyeur est remis aux enquêteurs français dans le décor bucolique du jardin exotique à la frontière entre Monaco et la France. Où sont les 2,5 millions d'euros que les hommes de la police judiciaire n'ont pas réussi à récupérer? Hervé Bambanast, l'un de ses défenseurs. En ce qui concerne ces 2,5 millions d'euros, il y a un mystère. Manifestement, il manque de l'argent. Où est l'argent? Tony Musulin n'en sait rien. Tony Musulin est un personnage de roman. Il a sa part de complexité et sa part d'ombre. Il a volé comme il voulait, quand il voulait. Il s'est rendu comme il voulait, quand il voulait. C'est lui qui décide, c'est lui qui a la main. En détention, Tony Musulin s'entretient physiquement, fait de la musculation, lit les journaux, apprend l'anglais. Il est à l'isolement depuis 6 mois et n'a vu personne d'autre que ses avocats. Maître Christophe Côté-Bretonnier. C'est quelqu'un qui tout de même garde le moral, mais il faut reconnaître qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des fois où tout va bien, puis il y a d'autres fois on le sent quand même las. Il ne fait pas attention à son look, mais il n'a pas l'intention de couper sa barbe ou de faire un effort sur le point de vue vestimentaire particulier. Il ne va pas aller à son procès en costume cravate, de toute façon il n'en a pas. Tony Musulin racontera plus tard que sa cavale l'a emmené jusqu'en Italie. Un passage par le tunnel du Mont Blanc, Turin où il laisse sa moto, le train pour rejoindre Naples et le Grand Sud, un hôtel miteux, et aucune idée pour la suite. Le retour à Turin, la moto, puis Monaco. Trajet impossible à vérifier, le convoyeur a effacé la mémoire GPS de la moto, comme il semble d'ailleurs avoir effacé la sienne. Pas un mot sur ses motivations, pas davantage sur les 2,5 millions manquants, le reliquat du braquage, comme si ce casse du siècle avait été un casse pour rien. Le mystère Tony Musulin, à tout de suite avec notre invité dans l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Nous retrouvons notre invité Damien Delceni, journaliste, chef du service Info Générale au Parisien, aujourd'hui en France, spécialiste des faits divers et qui a travaillé ici à RTL il y a quelques années. Rebonsoir Damien. Bonsoir. Damien Delceni, je viens de raconter l'histoire du siècle, signé Tony Musulin, le convoyeur de Lyon. Et je dois avouer que malgré son exploit, malgré l'enquête, cet homme reste vraiment un mystère. Alors vous avez suivi ces procès à Lyon. Comment est-il? Qui est-il, ce Tony Musulin? Alors déjà, quand il arrive à son premier procès, il a physiquement changé. C'est-à-dire qu'il a forci, il a une barbe assez épaisse, il a les cheveux qui ont poussé, il a les cheveux assez longs, qui sont ramenés en catogan à l'arrière du crâne. En revanche, il est toujours aussi glacial, aussi énigmatique, parce que il parle très peu. Et il reste en fait, son avocat disait tout à l'heure, il garde la main, et en fait il veut garder la main aussi pendant l'audience, c'est-à-dire il décide des questions auxquelles il a envie de répondre, et quand il n'a pas envie d'y répondre, il les répond pas, et par contre il essaie d'amener l'audience et les débats sur ses conditions de travail, le fait qu'il a été pendant des années un employé mal payé, mal considéré, etc. Mais jamais il ne répond sur des questions précises sur le casse en lui-même, sur sa préparation et sur évidemment le devenir des 2 et quelques millions d'euros qui ont disparu. On est d'accord que sa motivation, c'est toujours la même, c'est-à-dire c'est cette maltraitance quasiment au travail, il en veut à tout le monde, c'est un homme en colère, Tony Musulin. Ouais, c'est un homme en colère, et c'est un homme qui est en colère depuis déjà des années, parce que ses employeurs respectifs et successifs et ses collègues de travail décrivent quelqu'un de pas facile, c'est-à-dire quand il s'agit de poser des congés, c'est toujours compliqué. Il a aussi un surnom, il se fait appeler la pince par ses collègues parce que il paye jamais un café, par exemple. C'est ce que dit son père d'ailleurs, voilà, qu'on a entendu. Il se pointe à la machine à café, il a jamais une pièce pour mettre dans la machine, il se fait payer des cafés par tout le monde. Donc c'est pas un type très bien vu, d'une part de sa direction, qui considère que c'est un employé à problème, qui est jamais content, et même par ses propres collègues, qui le voient arriver le matin avec son vélo, il dit à peine bonjour, il repart le soir, il paye jamais un coup, il paye jamais un café. Donc il est cette espèce de type un peu terne, un peu effectivement en colère, un peu en marche dans sa propre société, et finalement l'image qu'il donne en arrivant dans le box, elle a pas tellement changé. En réalité, il est toujours ce type très solitaire. Il a reçu aucune visite à part celle de ses avocats pendant qu'il était en détention, ce qui est quand même assez rare, parce que il
il aurait pu avoir de la visite de son père, pourquoi pas de sa fille, même s'il l'avait pas reconnu. C'est un type, voilà, il veut même en détention et même pendant son procès, il veut être seul. Alors ça, c'est l'image effectivement du solitaire qui n'a pas d'amis. Vous dites, il ne veut pas parler à proprement dit du casse, mais pourtant il va falloir qu'il en parle un petit peu quand même lors de ce procès, de cette apparition. Il va expliquer comment il a fait, comment il s'est préparé. Ouais, mais encore une fois, il en parle presque toujours sur le volet social. Par exemple, quand il dit, ce jour-là, ça a été dit dans le récit. Ils ont 11 millions 6 dans le fourgon. Ils ne doivent jamais avoir cette somme dans le fourgon. C'est pas autorisé par les règlements intérieurs de la Loomis. Ils doivent avoir normalement un peu plus de 6 millions d'euros, donc ils auraient dû faire 2 voyages. Ce jour-là, c'est lui qui dit à ses 2 collègues, c'est bon, j'ai l'habitude, mettez tout dans le camion, ça nous évitera de faire 2 voyages, etc. Et quand on lui dit ça à l'audience, on lui dit, bah voilà, si vous avez fait ça ce jour-là, c'est bien la preuve que vous vouliez empocher les 11,6 millions d'euros. Il détourne un peu, il dit oui, c'est surtout la preuve que cette société fonctionnait n'importe comment, que moi je pouvais avoir la clé du coffre dans ma poche, que je pouvais mettre autant d'argent que je voulais dans le camion sans que personne s'en rende compte. Il explique aussi ce jour-là que les sacs de billets, ils sont jetés à l'arrière du fourgon, c'est-à-dire que normalement ils doivent être rangés dans des casiers fermés, etc. Et ce jour-là, on balance tout à l'arrière du fourgon, et encore une fois, il dit bah, c'est bien la preuve que... Il en est presque à dire, j'ai voulu démontrer en faisant ce casse que cette société faisait pas son boulot. C'est ce que je voulais vous poser comme question, parce que c'est pas Robin des Bois, évidemment, Tony Buzulin, mais on a l'impression qu'il a joué avec beaucoup de provocation et qu'il a voulu démontrer les failles d'un système, etc. C'est vrai ou c'est faux, ça ? Alors, en tout cas, c'est une partie de son discours. Une partie de son discours, c'est de dire, il dit jamais je suis Robin des Bois. Au contraire, il dit à un moment donné, je suis pas du tout ça. J'ai pas pris aux riches pour donner aux pauvres, mais par contre, il y a une forme de vengeance, c'est-à-dire il considère qu'il a été un employé effectivement maltraité, mal considéré pendant toutes ces années, et sa vengeance à lui, c'est de dire bah voilà, je vous prends ce pactole et je vous le prends en plus d'une manière extrêmement simple et extrêmement douce, quasiment. Alors le procureur de Lyon va parler vraiment d'un pur solitaire. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'il a agi seul, Tony Buzulin ? En tout cas, on n'a jamais réussi, les enquêteurs ont jamais réussi à démontrer l'existence d'une vraie complicité active dans ce dossier. En tout cas, sur le sol français, sans doute non. Après, y a-t-il eu des complicités, notamment en Serbie, au Monténégro, des gens qu'il aurait pu retrouver pendant sa petite période de cavale en Italie ? On peut jamais dire que c'est impossible, mais en tout cas, ça n'a jamais été clairement identifié par les enquêteurs. Est-ce que les enquêteurs ont identifié son réseau de connaissances, d'amis ? Est-ce que ça a été ratissé ? On a l'impression que vraiment, alors c'est un solitaire quand il fait ce coup, mais c'est vraiment un solitaire dans la vie aussi. Ah oui, c'est quelqu'un dont on a facilement retrouvé d'ailleurs, que ce soit les ex-compagnes ou les amis. Il y a même, je me souviens, au procès, un de ses cousins qui était agent de sécurité en Suisse, qui est venu témoigner, qui était un des rares membres de sa famille à avoir des nouvelles de temps en temps, mais c'était quelqu'un qui effectivement passait le plus clair de son temps seul. Il descendait d'ailleurs, on en reparlera sans doute, mais Monaco n'était pas une destination complètement hasardeuse pour lui, puisqu'il a raconté pendant l'enquête que il lui arrivait de se rendre régulièrement à Monaco, justement avec sa Ferrari à l'époque quand il l'avait encore. Il descendait le week-end à Monaco, il allait regarder les yachts dans le port et puis il remontait à Lyon après. Donc, et ça, c'était des choses qu'il faisait la plupart du temps seul. Voilà, seul, et puis avec toujours ce miroir un petit peu cette envie de luxe, puisqu'on a parlé de sa Ferrari qui a fait couler beaucoup d'encre. On y reviendra de toute façon à la fin de cette interview, mais la Ferrari, vous parlez de Monaco, il est attiré quand même par ce qui brille, par l'argent, Tony Buzulin. Mais c'est tout le paradoxe de ce personnage. Il y a d'un côté ce type très gris, avec son vélo, son 2 pièces un peu pourri à Villeurbanne, et de l'autre qui paye pas un café à la machine, et de l'autre, le week-end, ce type qui monte dans une Ferrari qu'il a achetée aux enchères, qu'il a pas volée, il l'a achetée aux enchères, et qui descend effectivement, principauté de Monaco, se coller un peu, se frayer avec les riches, qu'il n'est pas lui-même. Et là-dessus, pareil, il s'explique pas vraiment. Il dit juste, j'aime les voitures, j'aime les bateaux, mais il dit jamais j'aime le luxe. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement ces deux Tony Buzulin. Est-ce qu'il a parlé, Tony Buzulin, de la manière dont il avait rangé cet argent dans la voiture, ce box aménagé? Il y a cette fameuse cage de Faraday qui aurait isolé l'argent de toute recherche. Est-ce qu'il s'est étendu un petit peu là-dessus? Alors, il s'est étendu pas tout de suite en fait. D'abord, il faut savoir qu'au tout début de l'enquête, quand il est placé en garde à vue, pour vous donner aussi une idée du personnage, Tony Buzulin, il refuse de signer tous ses procès-verbaux pendant sa garde à vue. Il donnera une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est lui qui la donnera au procès. C'est qu'en réalité, quand il prend la route du commissariat de Lyon avec les policiers à Nice qui doivent le ramener à Lyon, il demande à un moment donné à s'arrêter pour faire pipi sur le chemin de retour sur l'autoroute. Et les policiers lui disent non mais bon, t'es gentil, on n'a pas le temps, il faut qu'on se dépêche. Et à partir du moment où on lui a dit non pour la pause pipi, et il
refuse quasiment de répondre aux questions après pendant toute la durée de sa garde à vue parce qu'il estime qu'on lui a manqué de respect. C'est aussi une composante du personnage toujours qui veut être considéré et qui veut avoir la main. Alors cette histoire de tirelire en fait, parce qu'il construit une tirelire dans le box en mettant donc un double mur avec des parpaings. Il a même prévu d'aménager comme une tirelire une espèce de fente en haut dans laquelle il aurait glissé les billets une fois qu'il les aurait transvasés de sa fourgonnette. C'est une idée à la fois une idée de génie. Après, ce qu'on comprend assez mal dans le déroulé du casse, c'est qu'en fait tout se passe bien jusqu'au moment où il range ce fourgon dans ce box. On se dit bon bah là en logique il doit ouvrir le fourgon, vider le fourgon dans cette fameuse tirelire et puis se débarrasser de la fourgonnette éventuellement qui peut être identifiée et faire ça assez vite. Et en fait, très bizarrement, quand il rentre de ce casse, il gare le fourgon, il prend un sac de billets, parce que ça, on le saura, il prend un sac de billets avec lui et il décide d'aller manger un sandwich. Incroyable. J'étais fatigué, j'avais faim, j'avais envie de manger un sandwich. Donc il sort, il va manger ce sandwich et c'est sans doute ce qui le perd définitivement en fait. Et il dira d'ailleurs qu'il a manqué de temps. C'est bien dire qu'il courait contre la montre à ce moment-là. Le mystère Tony Musulin. On se retrouve tout de suite avec Damien Delceni pour la suite de l'émission. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et on se retrouve dans l'heure du crime sur le mystère Tony Musulin, le convoyeur de Lyon. 11,6 millions d'euros dévalisés dans un fourgon sans tirer le moindre coup de feu. Nous sommes avec Damien Delceni du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Damien Delceni, on a parlé de la personnalité de Tony Musulin, étrange, un homme très solitaire, très mystérieux. Et puis il y a le mystère vraiment autour, alors là, de sa cavale, parce que là, on va le perdre pendant plus d'une semaine de vue, les policiers. Rien ne filtre, rien ne sort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, Tony Musulin, à ce moment-là ? On le saura vraiment jamais, parce qu'en fait, il n'a jamais expliqué ça. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, les choses se passent pas comme prévu immédiatement après. C'est-à-dire que quand il a rangé cette fourgonnette dans ce box, qu'il a pris une partie de l'argent, parce que ça on en est sûr, on retrouvera d'ailleurs des éléments des sacs qui entourent les billets dans une poubelle à l'extérieur de cette résidence à Lyon, avec ses empreintes dedans. Donc on sait qu'il a manipulé ce sac et qu'il a sans doute pris des billets, donc sans doute au moins une partie des 2 millions d'euros manquants. Mais en fait, on pense qu'il est pris de court et qu'à un moment donné, il prend une partie de cet argent et il décide de ne plus... Il le dit lui-même d'ailleurs, il dit « Je veux redescendre dans le parking pour récupérer mon argent » et il dit « Je vois qu'il y a trop de policiers autour » et il prend peur et il dit ça, il a quand même tenté ce coup-là. C'est-à-dire je pense que quand il revient vers le parking, il entend peut-être juste des sirènes qui sont peut-être d'ailleurs pas pour lui, parce que Lyon c'est une grande ville, il y a des policiers partout, mais je pense qu'il est plus tellement serein à ce moment-là. Il se dit « J'ai entendu des sirènes, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de policiers et je me suis dit si je descends dans ce parking, j'en ressortirai jamais ». Donc il part, il prend cette moto qu'il a louée, cette moto BM, avec ce top case. Il a d'ailleurs demandé expressément à avoir un top case sur sa moto. Il a en plus les grandes valises de chaque côté. Et donc, il démarre sa cavale, direction l'Italie. Effectivement, on retrouvera des traces de son passage dans le tunnel du Mont Blanc. Et puis après, il y a ce billet de train dont on sait qu'il a fait un aller-retour entre la gare de Turin et le sud de l'Italie vers Naples. Ce qu'il fera là-bas, on retrouvera aussi son passage effectivement dans cet hôtel à Naples. Là, il y a des recherches. Un hôtel minable d'ailleurs. Un hôtel assez miteux. Enfin, en tout cas, quand on a éventuellement plus de 2 millions d'euros en liquide sur soi, on peut prétendre un petit peu mieux. Vous allez en dire en mots. Et on sait qu'il passe du temps là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il n'a jamais voulu le dire. Est-ce qu'il rencontre des gens ? Est-ce qu'il y a un rendez-vous pris ? Parce que il y a quelque chose qu'on n'a jamais réussi à comprendre, c'est pourquoi qu'ils partent de manière un peu précipitée, parce qu'ils voient des policiers qui se disent faut que je me mette au vert quelques jours, certes, qu'il aille se mettre au vert à l'étranger, pourquoi pas, mais pourquoi déposer cette moto à Turin, prendre un train pour aller à Naples, passer 2 jours à Naples sans vraiment savoir ce qu'on y fait ? C'est incompréhensible. Totalement. C'est incompréhensible et déroutant. Et puis il y a cette question qui revient en boucle, où est passé l'argent ? En tout cas, les 2,5 millions qui n'ont jamais été retrouvés. Qu'est-ce qu'il en a fait, Tony Musulin ? Vous dites il a pris cet argent. Il y a une preuve matérielle indéniable, c'est que les policiers découvrent dans une poubelle qui se trouve à l'extérieur de la résidence dans laquelle il a garé sa fourgonnette, les restes d'un sac thermosoudé qui en fait sont les sacs dans lesquels on range les briquettes de billets. Et à l'intérieur de ce sac, il y a à la fois les empreintes de Musulin, ce qui veut dire qu'il a saisi quelque chose à l'intérieur de ce sac. Et deuxièmement, il y a une série de codes barres qui permettent de reconnaître que, effectivement, ces sacs contenaient bien les liasses de billets qui font partie des 2,5 millions d'euros manquants. Donc, pour les policiers, c'est clair.
il y a 2,5 millions d'euros qu'il a pris dans ses sacs, qu'il a mis dans le top case de sa moto et dans les valises de sa moto, et avec lesquelles il est parti. Lui, il a évidemment une version qui est totalement contradictoire avec celle-là. Lui, il dit, moi, je n'ai pas pris un billet de ce qu'il y avait dans ma fourgonnette, c'est-à-dire que tout ce qui a été découvert dans le garage fait partie du butin total, et s'il manque 2,5 millions d'euros, il sera très clair, hein. Il dit, c'est soit les policiers qui ont mis la main dessus et qui se les ont mis dans les poches, soit c'est le propriétaire du box, qui avant de dire aux policiers d'aller ouvrir le box, qui a ouvert le box et qui a récupéré de l'argent. Mais lui, il prétend qu'il n'a pas pris un centime du butin. Il a laissé entendre aussi que cet argent était peut-être resté dans le fourgon. C'est un petit peu bizarre là, ces explications. Ça, c'était au départ, sur mais ce point. Après, il a dit, lui en tout cas, il s'est toujours borné à dire, voilà, tout ce que j'ai posé dans la fourgonnette et dans ce box, je n'en ai pas pris un centime. Ce qui est factuellement faux, puisqu'il y a toujours cette histoire de sac qu'on retrouve à l'extérieur. Donc là-dessus, c'est pareil. À partir du moment où lui, il dira tout le temps, il sera assez constant là-dessus, il dit, moi, j'ai rien pris. Alors, si ce n'est lui, c'est qui aurait pris cet argent que tout le monde recherche? Parce que l'avocat de Tony Musulin, Maître Bambanast, on l'a entendu tout à l'heure dans le récit, l'avocat, lui, dit, ça a sûrement profité à quelqu'un. Ça s'est pas envolé. Mais c'est certainement pas pour mon client. Sûrement, mais en tout cas, c'est pas faute d'avoir cherché. Hein. Les enquêteurs il y a même une deuxième enquête qui a été ouverte après la première, spécifiquement sur le blanchiment, c'est-à-dire pour essayer de retrouver la trace de ces 2,5 millions. Ça n'a jamais rien donné. Alors, ce sont des billets, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas, ce sont pas des billets numérotés comme on peut voir dans des films, des fois. C'est-à-dire que c'est des billets qui peuvent avoir été utilisés maintenant. On ne sait pas par qui, on peut pas les tracer, on peut pas retrouver la trace de ces billets de banque. Mais comme lui s'en est toujours tenu à cette version stricte de c'est pas moi. C'est difficile de savoir qui. Est-ce qu'on peut imaginer un magot caché? Parce que Tony Musulin, il a refait parler de lui. On l'a pas évoqué dans le récit, mais vous allez en dire un mot. Damien Delceni, c'était le 25 juin 2019, donc c'est récent. Il est arrêté à Londres alors qu'il veut changer de l'argent liquide. Qu'est-ce que c'est que cette opération? Alors, il y a encore une fois une histoire de Ferrari d'ailleurs derrière tout ça, parce que dès qu'il y a une histoire... Et à cette époque, il a purgé sa peine. Il a purgé sa peine. Et effectivement, il vient dans un bureau de change à Londres pour changer une forte somme d'argent. Il vient une première fois, puis il dit au type du bureau de change, je reviendrai demain parce que j'ai encore des liquidités importantes à fournir. Donc là, le bureau de change se méfie un peu. Ils appellent la police et il se fait saisir effectivement une forte somme d'argent. Donc évidemment qu'intellectuellement, la première chose à laquelle on pense, c'est de se dire, il commence à écouler son magot. Il est sorti de prison. Il a purgé l'intégralité de sa peine. Il a refusé toutes les remises de peine parce qu'il voulait sortir de manière sèche, comme on dit. C'est-à-dire, il voulait pas sortir sous contrôle judiciaire ou avec un bracelet, c'est-à-dire sous surveillance. Qu'on le suive, etc. Il voulait finir purger jusqu'au bout, quitte à faire 1 an ou 1 an et demi de plus de prison. Mais en tout cas, il voulait sortir et qu'on ne lui parle plus jamais de rien et qu'il ne soit plus suivi par personne. Donc, on se dit, il est sorti de prison, il a purgé sa peine. Il a dû aller remettre la main sur une partie au moins de son magot et il essaye à l'étranger de le négocier et de le monnayer. Après, on n'a aucune preuve de ça, mais intellectuellement, Tony Musulin, il a retrouvé du travail, mais de manière assez modeste depuis sa sortie de prison. Enfin, en tout cas, pas apparemment des salaires importants qui nécessitent qui permettent d'avoir ça en poche. Donc, lui, il parle encore d'une histoire de Ferrari qu'il aurait racheté puis revendu, mais ça pose évidemment toujours la question des 2,5 millions d'euros manquants, puisque on est obligé de se dire qu'ils sont bien quelque part. Bien sûr, c'est une question qui est une obsession, presque, pas seulement dans la tête des enquêteurs. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Tony Musulin? Vous dites il a recommencé à travailler, qu'est-ce qu'il devient? Il avait retrouvé un travail à sa sortie de prison. Après, il a, comme à son habitude, il a fait, je me souviens, une petite interview dans Paris Match peu de temps après sa sortie de prison, avec des photos de lui qui étaient prises dans les vignes en Bourgogne. Sa seule interview d'ailleurs, je crois. Sa seule interview, qui était une forme de mise au point, dans lequel d'ailleurs il disait comme d'habitude pas grand-chose. Et après, il a complètement redisparu. Enfin, il est retourné, il est redevenu le Tony Musulin d'avant le casse, c'est-à-dire quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose, qui donne pas l'impression toujours d'avoir beaucoup d'amis, qui donne toujours l'impression en tout cas de mener une vie. Il n'a pas refait parler de lui non plus sur le plan judiciaire, il n'a pas volé quelque chose, il s'est pas rendu coupable de quoi que ce soit. Simplement cet épisode londonien où il va essayer d'écouler des billets de banque. Il a réglé sa dette aujourd'hui et donc il ne fait plus parler de lui. C'est ce que vous nous dites, Damien Delceni. Ça va rester un cas d'école quand même, l'affaire Tony Musulin. Ça reste un cas d'école pour l'immense facilité de ce casse, techniquement parlant. Ça va rester aussi parce que c'est une personnalité à part, je trouve, dans les voleurs, parce que c'est un type qui a réalisé un casse
tout à fait flamboyant, tout à fait romanesque, et qui, contrairement, moi je pense à peu près le contraire de son avocat, est le contraire d'un type romanesque et d'un type flamboyant. Merci beaucoup Damien Delceni de nous avoir accompagnés dans ce numéro de l'heure du crime consacré au convoyeur Tony Musulin qui ne sera donc pas allé au bout de son opération. Tout de suite, c'est l'heure de l'actualité. RTL, il est 21h.